Bonjour à tous, aujourd'hui dans e-learning physique, nous allons aborder un sujet d'actualité qui concerne en fait l'importance de la spectroscopie comme technique d'analyse des spectres émis par des étoiles pour déterminer leur composition. Alors ici, on s'intéresse à l'éclipse solaire qui a permis à un astronome français, Jules Janssen, de découvrir un gaz jusque-là inconnu, et ce gaz a pris le nom d'hélium par référence au mot grec hélios qui veut dire soleil. Alors comme je viens de dire, la spectroscopie est une technique basée sur l'étude du spectre, donc la décomposition de la lumière issue des étoiles, et cette étude-là va nous permettre d'identifier ou de quantifier les substances inconnues, et que ces substances, peu importe qu'elles soient sous forme liquide, solide ou gaz. Ce domaine de spectroscopie a été très utilisé dans la deuxième moitié du 19e siècle et a présenté beaucoup d'applications dans des domaines différents de physique et de chimie. Alors on vous montre ici le spectre de la couronne solaire relative à l'éclipse solaire en question. Alors on observe ici la couronne solaire photographiée lors de l'éclipse du 3 septembre 2016 par Miroslav Druckmüller. Alors cette couronne-là est formée de jets de matière, principalement l'hydrogène, alpha et l'hélium, avec bien entendu d'autres traces telles que le fer, etc. Alors, dans ce spectre-là, on remarque bien un pic très particulier qui sera par la suite associé à ce nouveau élément inconnu à l'époque et qui sera appelé hélium. Remarquez bien qu'il s'agit bien de spectres d'émission parce que les pics représentent des valeurs maximales d'intensité relative. Donc il s'agit bien d'un spectre d'émission. Donc pour les spectres d'absorption, vous aurez un minimum qui va se traduire par des rayonnements absents. Par contre ici, on a des rayonnements présents. Vous avez l'hélium, le fer et l'arrêt alpha de l'hydrogène. Alors pour la question suivante, domaine du spectre électromagnétique appartient-il? Donc en fait, c'est des domaines, c'est des visibles. Le visible qui s'étale bien sûr entre 400 nanomètres et 750 nanomètres. Dans la question 1.3, on vous donne
un extrait de diagramme énergétique pour l'atome d'hélium et on vous demande à quelle transition T1, T2, T3 correspond la radiation d'hélium émise. Donc il suffit. Donc c'est un spectre d'émission. Donc il s'agit bien d'un rayonnement émis. Donc lorsque l'atome d'hélium transite d'un niveau à un autre, il émet un photon d'énergie h nu. Donc h nu qui est en fait hc sur lambda, ça va être égal à l'écart énergétique entre deux niveaux donnés, E2 moins E1. Si on prend par exemple, ça c'est E2 et ça c'est E1. Alors, si on fait les calculs pour lambda de l'hélium, si on fait 587,6 nanomètres, donc on essaye de déterminer le delta E de 1, ça va être égal à 2,110 électronvolts, sachant qu'un électronvolt c'est 1,6 10 moins 19 joules. H c'est la constante de Planck et C c'est la vitesse de la lumière dans le vide. Donc à cet écart énergétique correspond bien entendu la transition T2. On arrive à la question 1.4. On vous demande, connaissant les radiations émises par l'hélium et celles dit doublé de sodium, on vous demande est-ce que l'utilisation d'un spectromètre dont l'incertitude relative est estimée à 10-3, c'est-à-dire à 0,1%, est-ce qu'il permet de décerner la radiation émise par l'hélium de celle dit doublé de sodium? Alors il suffit de calculer l'intervalle de confiance pour ces trois radiations, à savoir U lambda, c'est égal à lambda 10 moins 3, et donc ça va vous donner un 0,6 nanomètres. Et donc pour les intervalles de confiance, pour l'hélium, vous aurez 5, 8, 7,6 nanomètres. L'intervalle de confiance est plus ou moins 0,6. Donc ça c'est plus 0,6. Ça c'est moins 0,6. Et de même pour l'arrêt du sodium, c'est là 589 plus 0,6 moins 0,6, et l'autre qui concerne 589,6 nanomètres. Donc on voit bien que l'intervalle de confiance de l'arrêt émise par l'hélium ne se coupe pas avec ceux du doublé de sodium. Ce qui veut dire que un tel spectromètre permet de décerner, c'est-à-dire faire la distinction entre
l'arrêt émise par l'hélium et le doublet de sodium. Donc, distinction de l'arrêt d'hélium, oui, il peut faire la distinction. Alors que pour le doublet de sodium, on voit bien ici qu'il y a que l'intervalle de confiance de la première raie de sodium se coupe avec celui de la deuxième raie. Donc, un tel spectromètre ne peut pas décerner le doublet de sodium. Donc, il ne peut pas faire la distinction entre 589 nanomètres et 589,6 nanomètres. Alors que ça marche bien pour l'arrêt émise par l'hélium. Une question vient à l'esprit. Comment mesurer la température d'un corps, plus précisément le corps noir, et est-ce qu'il y a une distinction entre la température du Soleil, par exemple, de la surface du Soleil, et de celle de la couronne solaire? Alors, les astrophysiciens disposent de plusieurs méthodes pour ce faire. Ils utilisent la loi de Vienne pour déterminer la température d'un corps noir, tel que le Soleil, et ils utilisent aussi la loi qui estime l'élargissement des raies spectrales, qu'on peut estimer à l'aide de cette relation la température de la couronne solaire, et c'est là, ça va nous permettre de déterminer la température de la surface du Soleil. Alors, dans la question de 1, on nous demande de déterminer les températures de la couronne solaire et celle de la surface du Soleil. Alors, voilà le spectre de la surface du Soleil. C'est un spectre du rayonnement d'un corps noir. Donc, on voit bien ici, il y a une intensité relative maximale pour une longueur d'onde qu'on note lambda max. Alors, lambda max est en fait, en appliquant la relation de Vienne, c'est 2,910 moins 3 sur T pour le Soleil en mètres. Alors, la température du Soleil, ça va être 2,910 moins 3 sur lambda max exprimé en mètres. Et donc, il faut déterminer cette valeur-là. Donc, on a ici approximativement 1 cm. On a ici 7 cm. Donc, une règle de 3. Donc, 7 cm pour 3 micromètres et 1 cm pour lambda max. Donc, ce qui donne lambda max, une valeur de 3 sur 7 micromètres. Et on tire la température de la surface du Soleil qui est 2,910 moins 3 sur lambda max qui est 3 fois 7
Donc 3, 10 moins 6 mètres fois 7. Et donc tout calcul fait, on obtient TS sensiblement égal à 6,7 10 puissance 3 Kelvin. Vous voyez bien que c'est une température importante. Alors il nous reste maintenant à déterminer la température de la couronne solaire, soit TC, qui est donnée par cette expression delta lambda sur 7,2 10 moins 7 lambda 0 au carré. Donc on voit bien ici la largeur à mi-hauteur, delta lambda, pour 1,6 cm, cette distance-là, et pour cet écart-là, qui est estimé à 5 cm, vous avez une valeur de 1,5 nanomètres. 1,5 nanomètres. Et on voit ici, sur ce spectre, la valeur lambda 0. Lambda 0 qui est égal à 656,3 nanomètres. Donc on détermine delta lambda de la façon suivante, donc 1,6 cm pour équivaut à delta lambda et 5 cm, ça correspond à 1,5 nanomètres. Donc on détermine, donc delta lambda, ça va être égal à 1,5 fois 1,6 divisé par 5 en nanomètres. Et lambda 0 aussi est donné. Donc tout calcul fait, on peut aboutir au résultat suivant. La température de la couronne solaire, ça va être bien entendu très supérieure à celle de la surface du soleil. Donc vous estimez à quelques millions de Kelvin. Donc, alors on arrive à la dernière question dont on vous demande de préciser les problèmes auxquels sont confrontés les astrophysiciens pour estimer la température d'un astre ou d'une couronne solaire. Alors remarquez d'abord que la température de la couronne solaire est largement supérieure devant la température de l'astre lui-même. Et ça, c'est prédictible du fait que ce qu'on voit au niveau de la couronne solaire, c'est en fait un dégagement du fond de l'astre lui-même. Donc, effectivement, on aura une température plus grande. Ça d'une part, et puis d'autre part, il y a un phénomène d'agitation thermique de particules et que du fait de l'effet Doppler-Fizeau, on aura un élargissement de raie spectrale. Bon, concernant maintenant les problèmes des astrophysiciens. Alors, pour déterminer la température, il faut passer par la mesure d'une longueur d'onde ou d'un élargissement de raie spectrale. Et ça, c'est très difficile de le faire. Pour déterminer par exemple la température de la couronne, il est très difficile
d'estimer cet écart spectral en ayant à l'esprit que le rayonnement solaire est très intense. Il sera difficile de distinguer entre la couronne solaire et le soleil, surtout dans des moments hors d'éclipse solaire.